Bonjour messieurs, messieurs dames. Ici on est dans la plus petite pièce du musée où en fait on pourrait étaler des grandes surfaces de carreaux. Avant le carrelage, remonter bien dans le temps puisque avant qu'il y ait du carreau, de la terre battue ou de la pierre, 3000 ans avant notre ère, on avait déjà de la mosaïque, des bouts de pierre éclatés, posés sur un petit lit de terre où notre histoire elle démarre un peu plus tard, elle démarre plutôt vers le XVIIe ou XVIIIe siècle. Pour en revenir à cette petite salle, c'est ce qu'on a gardé plutôt d'une exposition temporaire voulue par mon président sur les carreaux allant tout du bord de la Loire, donc en allant de Gien et en allant à Paray-le-Monial. Ceci dit, donc moi j'ai emmené des carreaux puisque mes parents avaient habité Gien, voilà, et j'ai emmené des carreaux, y compris ces delphes, ces ressemblants aux delphes qui sont des carreaux de Gien. Après nous sommes allés de Gien, nous sommes allés à Briare, et j'ai vendu du Briare dans les années 76, du Briare, mais ça a commencé bien avant, parce que Briare a un historique fabuleux. Briare a commencé en 1845 avec Jean Batteros. Très peu de Briare exposés, mais une grande histoire. Et son atelier était petit. Il frappait un bouton à la fois par presse. Cet homme était assez intelligent dans ces années 1845 pour aller en Angleterre et rencontrer Chamberlain et Minton. Eux avaient une autre pâte, fabriquaient très peu de boutons à la fois, pas de carreaux. Au départ, Briare, c'était des boutons et en France, ça a été des perles. L'atelier en 1945 devient trop petit et il déménage de Belleville, rue de la Muette, où il chauffe au charbon, avant d'aller en Angleterre, où il a rencontré Chamberlain et Minton, et qui, eux, frappaient moins de boutons. Et lui revient, Jean Batteros, en France, et il arrive à frapper à 400 ou 500 boutons par coup. Il déménage sur Briare, ayant cherché un site plus favorable, parce qu'à Briare, il y avait le canal pour le charbon, et il y avait le rail pour exporter ses produits. Et là, avec ses brevets déposés, Jean Batteros a fabriqué 1 400 000 boutons par jour. Ça a été donc la défaite de l'économie anglaise sur le bouton, y compris sur la perle, parce que les perles, ils faisaient aussi des perles polies. Ils exportent 80% de leur production. Et nous, en France, les personnes achètent 20% de Briare. En France, on pourrait dire que on a eu moyenâgeusement, au Moyen-Âge, de la pierre, sûrement dans les châteaux, de la terre dans les autres maisons. Le pavé rouge en terre cuite est apparu fin XVIIe. Les cantons où il y avait une tuilerie ou une briqueterie, on fabriquait des carreaux. On retrouve des marques derrière, dans les domaines ou dans les campagnes ou dans les belles maisons, entre des tambours en bois. Le carreau décoré en terre cuite est arrivé quand même beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 1898. Paray-le-Monial a fabriqué des carreaux de terre cuite, qui étaient cuits à 700, 800 degrés, et donc décorés. Et je vais vous expliquer comment ces carreaux étaient faits et comment on les a retrouvés. En 1870, Paul Charnoz était le fils d'un nommé Jules Charnoz, qui était directeur de chez Bosch en Saxe. Et Paul Charnoz, le fils de Jules, est venu s'installer à Paray-le-Monial. C'était un maître artisan du feu. Et ce type a commencé à vouloir fabriquer des carreaux en terre cuite, décorés, tels que ceux-ci, dans différents formats, et cuits au four, à bois ou à charbon. Effectivement, qu'à ces carreaux, tous ces carreaux de terre cuite, on leur accordait le droit d'avoir un nuançage. Plus le carreau est près de la chaleur, plus il est foncé, plus il est loin de la chaleur, plus il est clair. Sachant que ces carreaux étaient faits sûrement dans des usines où il n'y avait que des femmes. Parce qu'en fait, dessous ces carreaux, la terre est ordinaire, et dessus, il y a une sorte de moule que les femmes remplissaient avec différentes argiles de couleurs. Argile où il y avait du cobalt, du noir, du vert et d'autres couleurs. Paray-le-Monial a dû s'associer à d'autres usines qui fabriquaient à Jurbise, à Wasserbilling, à Pont-Sainte-Maxence. Enfin, ils étaient 11 usines pour former un groupe qui s'est appelé la CGCB, la Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment, dont vous voyez les affiches derrière moi.
Ils ont fabriqué des carreaux comme par El Monial. Ces terres cuites-là étaient à 700 degrés et d'autres fabriquaient des grès qui approchaient les 800 ou 900 degrés, mais qui n'étaient pas encore du grès cérame fin vitrifié. Et donc dans ce groupe d'usines, ils arrivaient à marier la terre cuite avec un cabochon, peut-être coupé, que vous verrez derrière moi, qui était fabriqué par une autre usine. Déjà, ils produisaient à plusieurs une composition de carrelage. Tout à l'heure, je vous ai montré des carreaux qui est très nuancés et cuits au four à bois ou à charbon. Ici, c'est donc une autre usine qui était associée donc à Paray Monial, qui pouvait être Jurbise. Et Jurbise faisait pas de terre cuite, donnait plus dans le grès, donc sans terre. Et ces carreaux datent de 1920. On a recherché, on a mis longtemps des petits catalogues qui nous montrent ces figures-là, voilà, par exemple. Ici, on peut savoir que c'est du grès fabriqué à Wasserbilling. La petite navette qui est au milieu était fabriquée à Paray Monial. Donc déjà à cette époque-là, entre deux guerres, 142. Ils fabriquaient un grès qui n'était pas fin, qui mariait déjà avec une autre usine, avec une terre cuite. Comme ici, on mariait un grès de Wasserbilling avec une petite tomate, un petit cabochon fabriqué à Paray Monial. Donc déjà, le groupe s'entendait pour fabriquer et faire des compositions à deux. Ces carreaux-là, par contre, sont de Paray Monial. Ici, on s'approche beaucoup plus du grès. C'est Pont-Sainte-Maxence. Pont-Sainte-Maxence faisait même partie du même groupe de la CGCB, Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment. Pont-Sainte-Maxence, et ici nous sommes à Wasserbilling. Bon, là on voit des carreaux unis, et là on voit des carreaux tachés. C'était facile à faire. Ils mettaient un fond, ils mettaient des boulettes de certaines couleurs, et ils écrasaient la presse, comme si on écrasait des chewing-gums de plusieurs couleurs. Ces carreaux sont déjà en grès, mais pas en grès cérame fin vitrifié. Ils viennent de Pont-Sainte-Maxence, et on avait déjà des antidérapants en 1950, du 15-15. Mais c'est de la forte épaisseur. Ce ne sont pas des carreaux qui font 10, ce sont des carreaux qui font 15 mm. Et ce sont des grès. Ce sont des affiches qui ont été agrandies par un tireur laser. Et ça vient de tout petits catalogues qu'on a récupérés ou que des gens ont bien voulu me donner. Ici, c'est un peu ma richesse parce que c'est des catalogues retrouvés vieux, et même très vieux certains. Et tout à l'heure, sur les carreaux que vous avez filmés, pourquoi on a pu dater ces carreaux qui sont derrière moi, mais que vous verrez sur l'écran, parce que quelqu'un, en même temps que le carrelage, avait gardé depuis des dizaines d'années un petit catalogue. Donc vous avez vu ce carreau où le grès cérame est fabriqué à Wasserbilling ou Pont-Sainte-Maxence, non Wasserbilling, et où le petit cabochon, la petite navette au milieu est fabriqué à Paray Monial. Donc deux usines, on a pu dater et mettre par rapport au catalogue et mettre la référence sur le carreau qui est derrière moi. Et ces carreaux, ce petit catalogue, fait aussi partie, de même que celui-ci, de la CGCB, ayant dans son groupe Sarreguemines et Pont-Sainte-Maxence. Je vous ai dit Pont-Sainte-Maxence, Sarreguemines qui était à Digoin, qui avait reculé après la guerre de 1870. Sarreguemines, on parle de carreaux fabriqués à Digoin. Et Pont-Sainte-Maxence, je vous ai parlé de Wasserbilling, de Jurbise, de Paray Monial naturellement. Donc tous ces catalogues reflètent la vie de la CGCB. Et dont ce catalogue-là, on m'a fait cadeau, c'est donc un monsieur de Bourges, qui était un ami de mon père. Le catalogue est de Pont-Sainte-Maxence, déjà de la CGCB. Il est du 1er janvier 1898. Quand même, ça parle. Et alors, pour fabriquer les carreaux que vous avez vus tout à l'heure, en terre cuite, au four, avec des nuances, ou même les carreaux ciment que je vous montrerai tout à l'heure, eh bien, les gens prenaient, c'était un métier de femme, les ateliers étaient pleins de femmes, elles prenaient un séparateur en bronze, 3 mm, 4 mm, et là, très coupant. Ce séparateur rentrait dans un moule, elles bourraient le fond avec de la terre ordinaire, ou dans les usines à ciment, à carreau-ciment, du ciment ordinaire, et dessus, elle remplissait. Ou elle mettait plutôt du noir, elle mettait du jaune au milieu, elle mettait le tour gris dans le moule, la presse tombait,
Il lissait avec une truelle très fine et il laissait sécher. Si c'était un carreau en terre cuite, ça partait au four, au séchage et au four. Si c'était un carreau en ciment, je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça partait dans des séchoirs. Et la personne qui m'a emmené ce séparateur, puisque Pareil Monial n'a jamais voulu nous prêter un des 400 séparateurs que vous avez vu sur l'affiche, il m'a emmené ce séparateur extraordinaire, parce que ce séparateur, il me l'a emmené il y a 6 ans. Le musée est ouvert depuis 15 ans, et depuis 15 ans, il y avait ce carreau au musée. Quand il arrivait dans la pièce, il aurait pu prendre chez lui d'autres séparateurs. Eh bien, voyez-vous, c'était le séparateur du carreau. Ils ne sont pas en terre cuite, ils sont en ciment, mais la technologie et la façon de faire est la même que les carreaux de terre cuite que vous avez vus tout à l'heure, excepté que là, dans les carreaux ciment, on n'a pas droit à une différence de nuance. Quelqu'un qui commande 51 mètres carrés de ce modèle-là, les 51 mètres carrés doivent être faits en même temps et séchés au même endroit et constitués naturellement de la même matière. Donc, la technologie est la même, sauf que au lieu que ici ce soit de la terre cuite, il y a quand même un séparateur. Au fond, nous avons une épaisseur de béton, ciment tout à fait ordinaire, et dessus, eh bien, nous avons les coloris que les dames lissent ou posent et pressent. Qui viennent de chez Martin, Juan, de chez Monsieur Martin. L'atelier comptait beaucoup de femmes et 4 générations, oui, 4 générations de personnes. Voilà. Et Monsieur Martin est venu dans notre musée, pour finir quand même, il faut lui rendre hommage, et il a revu ses carreaux. Il a revu ses carreaux ciment qui étaient sortis de son père ou de son grand-père. Serbilling et Pont-Sainte-Maxence faisaient du grès cérame cuit à 700 ou 800 degrés. Et après, on s'est aperçu que c'était quand même rugueux, que ça se tachait, que c'était pas facile d'entretien. Et les gens, les mêmes usines, y compris Pareil Monial, qui est passé de la terre cuite au grès cérame, à fabriquer les petits grès cérame que tout le monde a connus, mondial ou après la Deuxième Guerre mondiale, du 5,5, du 2,2, du 2,2 qui était en vrac et collé par des femmes sur des plaques en bois qu'elles retournaient avec un papier et de la colle à poisson. Et elles empilaient les motifs que les gens voulaient dans le couloir ou dans les cuisines. Donc du 2,2, du 5,5, du 5,5 dans différentes couleurs, et puis du 10-10. Et du 10-10 fabriqué à Pareil Monial, fabriqué à Serbilling, fabriqué dans toute l'entente de la CGCB, qui s'appelait la céramique du bâtiment. Donc tout ceci est du grès cérame fin vitrifié, cuit à 1100 degrés. Alors que les autres grès cérame que je vous ai montrés avant étaient cuits environ à 800 ou 900 degrés. Et là, on arrive en 55, 56, où carrément c'est la Serabati, quoi. On a tous eu du Serabati. Serabati, c'est fini maintenant. Le dernier site était France Alpha, et France Alpha, tout a été racheté par un groupe italien qui s'appelle Marazzi. Les premiers carreleurs posaient le 10-10 qui est devant vous à touche-touche. C'était interdit. D'autres posaient avec un cordeau. On posait la grille sur la chape. On la pose toujours sur la chape. Quand il y a des salles qui sont encore comme ça, ou en antidérapant, on remplit la grille, on tapote les carreaux sur la grille, on retire la grille et on la met à côté. L'alignement est plus facile, la pose est plus facile pour le carreleur. À Decize, il y avait une usine où il y avait 250 personnes. Malheureusement, ça a fini avec 40. Et cette usine à Decize faisait que des petits carreaux de cuisine. Des petits carreaux de cuisine, les plus vieux étant dans ceux-ci, dans ceux-là. Dans les tailles, dans les fonds comme ceci, voyez-vous, ou même là-bas encore plus vieux au-dessus de l'armoire. Hein. Faisait que du carreau de cuisine en 7,5, 7,5 ou en 15-15. Faisait aussi au départ, c'était monsieur Jean Boile qui avait ouvert cette usine en 1898. Avant de faire de l'émaillé, donc, il a fait du 5,5 comme Serabati, voilà. Et donc après, il s'est lancé dans l'émaillé. Beaucoup de cuisines étaient recouvertes, d'autres salles de bain étaient faites dans ces teintes-là. Ça, c'est plutôt des dessins de cuisine, des motifs de cuisine. Il a fallu fouiller pour trouver ces carreaux dans la poussière, revenir sales comme des rats.
Decize aujourd'hui a été racheté par un grand groupe du Nord et fabrique du 10-10 et du 15-15 en forte épaisseur et l'exporte en Australie. Decize faisait venir des stylistes ou des dessinateurs, dessinatrices de Paris, et chaque dessinatrice avait son style. Donc on avait tout le temps des carreaux dessinés à la main. Tous les décors de Decize sont dessinés à la main. Decize à une époque a été associé à Maubeuge, parce que Douzy Maubeuge faisait aussi des petits carreaux.